Bienvenue dans Sérirama, l'émission qui vous propose chaque mois le meilleur des séries. On débute l'année 2020 avec La foi du pape de Paolo Sorrentino dans The New Pope, l'ambition des héros de Succession, la déception du Nil, mais on attaque en visant l'entrejambe avec le retour de Sex Education. Avant, pour parler de sexe aux jeunes, il y avait ça. Papa, comment on fait les bébés? Depuis les années 1990 et surtout 2000, des séries comme Angela 15 ans ou Skins ont fait tomber les tabous. Sex Education, la comédie de Netflix d'utilité publique, offre aux ados une leçon d'anatomie et de sexualité totalement décomplexée. I'm here to start an open conversation about SEX. Didn't you wank off a courgette? Ça paraît bien peu, mais c'est une petite révolution dans une industrie où il n'y a pas si longtemps il fallait inventer des mots pour dire vagin. The vajayjay is undiscovered country. Surtout que Sex Education a l'intelligence de ne pas faire de cette libération de la parole une source de grivoiserie. He's from France. I think I just had a very small orgasm. I was wondering if you'd like to go out with me. Elle dit aussi que le sexe, c'est compliqué, parfois même raté, mais que l'essentiel, c'est la patience, la communication, le respect de l'autre et de soi. I think I'm ready. You sure? We are going to have sex. I'm sorry. Bref, elle ne prend pas les ados pour des abrutis et trouve les bons mots, en fait, les vrais mots, les mots précis, pour les éduquer à bien prendre leurs pieds. Television is the most powerful force in the world. Diffusée depuis le 9 janvier sur Canal+, la série The Loudest Voice raconte Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump. Cette fabrique à fake news est restée dans les mains de Roger Ailes pendant 20 ans. L'homme était un harceleur sexuel. Il était raciste, toxique, violent, menteur, parano. En gros, une véritable ordure. Donc, un formidable personnage de fiction, qui est d'ailleurs au cœur du film Scandale au cinéma le 22 janvier et qui, ici, a valu à Russell Crowe de recevoir un Golden Globe au début du mois. People don't want to be informed. They want to feel informed. Basée sur une enquête journalistique très solide, la série ne fait pas dans la subtilité. Mais elle a le mérite de nous éclairer sur le monstre journalistique créé par Ailes. Is Rupert really as brilliant as they say? He hired me, didn't he? Rupert, c'est Rupert Murdoch, le président fondateur d'un des plus gros empires médiatiques du monde. On le voit relativement peu dans The Loudest Voice. En revanche, il a largement inspiré une autre série dont la deuxième saison est accessible sur OCS depuis cet automne. Difficile de ne pas voir dans Logan Roy, qui a aussi valu un Golden Globe à son interprète, Brian Cox, un avatar du mania australien, dépeint en abominable tyran, incapable de lâcher les rênes de son empire et jamais aussi satisfait que lorsqu'il humilie ses enfants et ses collaborateurs. Alors avec Succession et The Loudest Voice, c'est un peu comme si vous aviez la possibilité d'examiner les deux faces d'une même pièce, qui d'un côté brille par le cynisme sidérant de son personnage principal, d'autant plus glaçant que la chaîne ultra-conservatrice existe vraiment et poursuit encore aujourd'hui son œuvre antidémocratique, et de l'autre, fait relire la cruauté sans limite d'un père et patron. Un spectacle ciselé dont on se délecte d'autant plus volontiers que la série flirte seulement, si l'on peut dire, avec la réalité. Nous voilà donc face à deux divertissements captivants, mais aussi deux bonnes occasions de réfléchir aux conditions de la fabrication de notre information. D'où vient-elle? Qui la finance et pourquoi? Quels intérêts sert-elle? Allez, on regarde. I spoke with the president. We'd like your help moving forward. Whatever you need, Carl. Fox News will back it. Sur cette île, tout le monde a oublié. C'est lorsqu'on oublie que l'histoire se répète. Arte propose souvent des séries originales au risque d'échouer à nous captiver, comme avec Une île, son dernier drame sur une île, censée être romanesque, mais qui ressemble beaucoup trop à la Corse pour qu'on y croie, où débarque une sirène incarnée par Laetitia Casta. Capitaine Garriga, on a reçu un appel des insulaires. Les gardes-côtes ont signalé 2 disparitions inquiétantes. Ils ont trouvé une femme à bord. Une série française où 3 actrices occupent le premier plan, promettant de faire prendre un bain de jouvence au mythe de la sirène?
Oui, on se serait volontiers laissé prendre dans les filets du Nil. Mais le résultat, malgré plein de belles images, est en fait un polar maladroit, vide de la magie escomptée, une série longuette, où des acteurs privés de bons dialogues prennent la pause. On n'adhère pas vraiment à ce féminisme insulaire où surnagent des clichés hors d'âge. L'héroïne, par exemple, coche toutes les cases de la femme fatale. Sublime donc, forcément, dangereuse. Son truc, la vengeance sans pitié. Sa cible de prédilection, les hommes évidemment, qui ne résistent pas, pauvres créatures, à l'appétit sexuel de cette menthe religieuse des mers qui n'aime pas beaucoup les habits. Vous noterez au passage que notre sirène a quitté sa queue de poisson et conservé ses 2 longues et belles jambes, tellement plus commodes pour chevaucher les hommes. Pour le féminisme, on repassera. Elle agit différemment, comme si elle poursuivait un but. En 2016, Paolo Sorrentino racontait, avec The Young Pope, les premiers pas d'un pape iconoclaste incarné par Jude Law. À la fin de la première saison, on quittait le pauvre Pie XIII, le cœur littéralement brisé. Allait-on le retrouver vivant? Réponse tout de suite avec l'analyse de la première scène de The New Pope, la suite de cette plongée dans les arcanes vaticanes, à suivre sur Canal+. Bedtime. Now. Il est bien là, le souverain pontife, gisant sur un lit médicalisé, comme on le voit dans ce plan large, en plongée presque totale, dans une pièce dont la pénombre et la croix lumineuse évoquent une église. Mais il n'est pas seul. À son chevet, une nonne qui le couvre du regard et qui le lave. D'abord les pieds, comme dans la tradition chrétienne, Marie-Madeleine a lavé les pieds de Jésus, et puis le reste du corps, en prenant soin de se détourner de la virilité du beau Pie XIII, dissimulé au regard par un carré de tissu. Fatouche, on est au Vatican. N'empêche, elle est quand même un peu fiévreuse, la religieuse, au visage éclairé à la bougie, dont on n'entend que les soupirs et le bip du monitoring. Sous ses doigts, un corps d'Apollon et cette petite musique lancinante qui lui susurre à l'oreille qu'après tout, rien n'est saint, rien n'est sacré. Alors, la tentation, y résister ou y succomber? Suspense. Retour au plan initial, un plan zénital, dont on peut se dire que c'est sous cet angle que Dieu observe la scène et juge ses ouailles. Par exemple, cette jeune nonne qui se lève et va lentement rejoindre un divan sur la droite de la pièce. Au premier plan, l'image est nette, la caméra a fait le point sur le pape sous assistante respiratoire. De la jeune sœur, on voit apparaître le bras droit qui s'élève vers le ciel, la main se déplie, lève l'index, le majeur, l'annulaire, ce geste. Dans la liturgie catholique, on voit le Christ le faire dans beaucoup de peintures religieuses, c'est le symbole de la bénédiction. Mais ici, les doigts ne vont pas servir à bénir. Précision de la mise en scène, provocation et volupté, du Sorrentino tout craché.